Cyril Blesson, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Première question, on va parler de l'inflation. Est-ce que l'inflation a ou va avoir un impact particulier sur le comportement des épargnants cette année en 2023 ? Alors le premier impact sur le patrimoine des ménages, il transite par la perte de pouvoir d'achat de ce patrimoine. Avec une inflation en moyenne à 5-6%, forcément on perd de la valeur de son patrimoine. Alors les ménages et les épargnants français sont souvent soumis à l'illusion nominale, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément conscience, autant sur leurs dépenses de consommation ils le voient, mais cette perte de pouvoir d'achat de leur patrimoine transite un petit peu moins dans leurs esprits. Ceci étant dit, l'inflation a un impact surtout sur les taux d'intérêt en réalité, puisque ces derniers remontent, et ça impacte bien entendu la remontée des taux sans risque, les comportements des épargnants qui ont une préférence pour la liquidité très forte dans notre pays et pour la préservation du capital. Donc bien évidemment, la remontée des taux sans risque génère des arbitrages importants sur le stock d'épargne. Surtout après une très longue période d'atonie des taux, mais on parle de mouvements énormes. En 2008, on avait 235 milliards de dépôts à vue. On est quasiment aujourd'hui à 600 milliards de dépôts à vue dans le patrimoine des ménages. Ce que j'appelle les dépôts à vue, c'est les comptes chèques. Et quand on regarde en proportion du revenu, on était à peu près à entre 15 et 20% du revenu. On est monté à 35% du revenu qui est détenu en liquidité. Et ça, c'est important parce que ça signifie tout simplement qu'il y a d'énormes arbitrages à faire sur les stocks existants, au profit d'autres classes d'actifs. Quel type d'arbitrage ? Les gens vont sortir du dépôt à vue qui rémunère rien du tout pour aller vers du livret A, éventuellement de l'assurance vie, du fonds euro, des produits plus rémunérateurs. Alors c'est bien entendu là qu'est le challenge pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on a 600 milliards dormants qui peuvent se réaffecter massivement vers d'autres familles. Bien entendu, les banquiers sont sur le pont en essayant de collecter sur des comptes à terme pour stabiliser leurs ressources au bilan. On a aussi les OPCVM monétaires qui vont devenir plus attractives. Ça, c'est pour tous les gens qui veulent rester liquides. Et puis après, bien entendu, il y a aussi des potentiels de réaffectation vers de l'épargne hors bilan, vers de l'assurance vie ou de l'épargne retraite. On l'aura compris, il va y avoir des changements basés sur ce qui se passe en ce moment. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé que l'inflation devait connaître un pic en juin prochain. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui se passe après ça ? Est-ce que tout ce qu'on met en place aujourd'hui pour contrecarrer l'inflation, est-ce que ça va être... toutes ces solutions vont être désuètes après coup, qu'est-ce qui va se passer ? Non, parce qu'en fait, objectivement, le pic, ça ne veut pas dire la fin. Il y a actuellement une sorte de consensus dans les marchés qu'il va y avoir un fort reflux de l'inflation, mais rien n'est moins sûr. D'abord, on rentre dans la phase maintenant où on a du rattrapage salarial de l'inflation, qui a été jusque-là relativement limité, qui va peut-être s'étaler un peu sur plusieurs années. Donc ça ferait potentiellement... freiner un peu le reflux de l'inflation. Et puis après, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent laisser penser que l'inflation restera plus élevée que dans les années écoulées. Donc cette prudence dans les choix d'allocation restera, à mon avis, un peu d'actualité. L'inflation ne va pas redescendre à zéro comme elle était au préalable aussi vite que ça. Voilà. Et qu'en est-il du marché du crédit ? Quel est l'impact sur ce marché crédit habitat ? Le marché du crédit, c'est très intéressant de l'étudier. D'abord parce que ça fait plusieurs décennies que les Français pratiquent fortement l'effet de levier, qui fait accroître certes leur patrimoine immobilier, mais aussi leur patrimoine financier. J'y reviendrai dans un instant. Et par conséquent, la remontée des taux devrait freiner très nettement la production de crédit habitat. On avait à peu près 250 milliards de production de crédit habitat en 2022. Nous, on estime qu'on va tomber à 150 milliards. Donc ça fait quand même 100 milliards en moins en 2023 et qui freine justement ces ressources nouvelles. En plus de leurs revenus, les ménages avaient accès à des ressources venues du crédit qui vont se tarir. Alors l'impact sur l'immobilier, c'est bien entendu un coup de frein de l'immobilier, des transactions, potentiellement des prix aussi qui vont un peu se contracter. Et puis sur le patrimoine financier, le crédit joue un rôle majeur. Vous savez, en économie, on dit souvent les crédits font les dépôts.
Et sur le crédit habitat, ça marche très bien. Alors certes, un ménage qui a recours à un crédit habitat, c'est pas pour faire du placement financier, mais derrière ce ménage qui a une ressource additionnelle fournie par sa banque et qui achète un bien immobilier, il y a un ménage vendeur qui en moyenne macroéconomique est plus âgé, ses enfants sont partis, et lui il va racheter un logement plus petit ou alors aller s'installer en province, etc. Et donc il aura au terme de son opération immobilière, en ayant vendu à Paris et acheté en province, un delta important financier qu'il pourra placer. Et quand la dynamique du crédit habitat est très forte, on a des flux de placements financiers qui sont assez importants par ce biais-là. Le ralentissement du crédit a un autre impact sur les placements financiers aussi. Si les banques durcissent leurs conditions d'octroi de crédit, ce qui est le cas, les taux remontent, etc., les ménages se retrouvent dans l'obligation d'avoir plus d'apports dans leurs opérations immobilières. Et l'apport, on ne le trouve pas en plantant des pièces d'or. Il faut aller le chercher, soit dans son contrat d'assurance vie, soit dans son livret A, soit sur ses dépôts à vue. Donc ça fait un flux négatif de placements financiers pour nourrir les opérations immobilières. Est-ce que c'est ce que vous constatez aujourd'hui? Oui, alors on constate déjà un ralentissement du flux de placements financiers qui vient accroître tous les ans le patrimoine financier des ménages, les nouveaux dépôts, si vous voulez, qui freinent déjà assez fortement et qui vont probablement continuer de freiner, d'autant plus que dans le même temps, le taux d'épargne des ménages, cette partie de leurs revenus qu'ils ne consommaient pas, est en train de diminuer avec le choc sur le pouvoir d'achat, avec le fait qu'il y aura moins d'aide de la part de l'État aussi pour soutenir les revenus. On va probablement avoir une baisse du taux d'épargne. Baisse du taux d'épargne et ralentissement du flux de crédit habitat, ça c'est un cocktail pour que le marché des placements s'infléchisse très fortement. Alors, il s'infléchit depuis des plus hauts historiques, puisque vous vous rappelez 2020-2021, on avait des masses de placements financiers énormes, ce qu'on a appelé l'épargne Covid, et petit à petit, cette surépargne diminue. Donc pour l'instant, les gens ne la consomment pas, mais en tous les cas, ils arrêtent d'épargner massivement comme ça, et probablement en 2023, le taux d'épargne va poursuivre sa baisse. Donc baisse du taux d'épargne, ralentissement des crédits, ça vous fait un marché des placements qui va passer de 134 milliards l'an dernier, qui était déjà en net ralentissement parce que l'année d'avant c'était 157, et là on va tomber à peu près à 110 milliards de nouveaux placements financiers de la part des ménages. Donc le gâteau à se partager entre les différents produits financiers qui sont proposés va être plus petit. Heureusement, je vous l'ai dit en introduction, il y a d'énormes réaffectations de stocks qui sont possibles au sein du patrimoine financier des ménages, qui permettra à la conjoncture des placements financiers, que ce soit du bilan ou du hors-bilan, de résister, hormis les dépôts à vue qui vont probablement fortement dégonfler. On a aussi les placements à taux sans risque, oui. On voit que leur taux augmente. Oui. Est-ce que ça va permettre d'attirer un peu plus cette surépargne ou ce flux d'épargne? Oui, alors oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais. En fait, dans cette réaffectation, puis dans ces flux nouveaux, il y a une guerre concurrentielle entre le hors-bilan, ce que les banques ont besoin comme ressources, le bilan, ce dont les banques ont besoin pour faire du crédit, et puis ce qui est tout hors-bilan, donc on va être les valeurs mobilières en direct, les PEA, l'épargne salariale, l'épargne retraite et l'assurance vie. Voilà, donc, et la remontée des taux sans risque, malheureusement, ça tire quand même plutôt les flux d'épargne vers le sans risque, puisque les ménages sont très friands des avantages fiscaux, des avantages sociaux et de la sécurité en capital que ça leur offre, plus le fait que ça soit très liquide, tout ça fait qu'effectivement on va vers une année de collecte absolument extraordinaire du livret A, aussi du LDD, de tous ces produits-là. Ça reste des produits plafonnés? Alors c'est des produits plafonnés, mais vous savez que par exemple pour un ménage avec un couple avec 2 ou 3 enfants, ils peuvent aller jusqu'à 140 000 € sur le livret A quand même, puisqu'ils peuvent en ouvrir pour les enfants. Et puis après, ils peuvent ouvrir des LDD aussi. Ce qu'on voit clairement, c'est que dans les phases où le livret A est au plafond, les ménages s'équipent en livret de développement durable, qui est son petit frère en fait, qui a un plafond plus bas, mais qui permet quand même de compléter son épargne. Et pour les plus gros patrimoines, est-ce que... Alors pour les plus gros patrimoines, on voit qu'il y a pas mal d'épargne qui part vers les livrets soumis à l'impôt, dont les rémunérations redeviennent attractives.
Il y a pas mal d'épargne qui commence à partir vers les comptes à terme aussi. Et puis, on voit aussi quelque chose qu'on avait oublié depuis des années, des flux positifs d'épargne vers les OPCVM monétaires. Enfin, les OPC, pardon, on dit maintenant. Et après, heureusement, il y a quand même quelques véhicules qui tirent l'épargne hors bilan, et on pense à l'épargne salariale, et puis aussi, bien évidemment, au PER. Avant de passer au sujet des retraites, justement, je voulais aborder le sujet des plans épargne logement avec vous. Il y a eu ces premiers nouveaux PEL ouverts en 2011 qui arrivent très prochainement à terme puisqu'ils ont une limite de vie de 15 ans. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous savez à combien s'élève cette enveloppe d'épargne qui va devoir être réaffectée à un moment donné? On estime, donc 2011 plus 15, ça fait à partir de 2026, c'est pas pour tout de suite, mais qu'il y a environ 26 milliards par an qui se réaffecteraient tous les ans de ces générations de PEL arrivant à échéance et étant fermées automatiquement, puisque maintenant la nouvelle réglementation pour ceux ouverts après 2011, c'est qu'au bout de 15 ans, le plan il est fermé. Il y a une autre incertitude sur le PEL, c'est les vieux PEL, qui pèsent quand même près de 107 milliards d'euros d'encours et qui sont rémunérés en moyenne à 4,5. Les gens qui gardent des vieux PEL. Et là-dessus, le dernier rapport de la Cour des comptes nous alerte et nous dit que, bien évidemment, les autorités ont noté que ces vieux PEL étaient très coûteux, à la fois fiscalement, puisqu'il y a une incitation fiscale sur le PEL, mais aussi pour les banques, qui doivent surrémunérer ces produits. Et donc là, il y a une incertitude, si effectivement le législateur intervenait pour obliger la fermeture de ces anciens PEL. C'est possible, ça? C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué, il faut mobiliser l'intérêt général et pour pouvoir effectivement changer des contrats anciens. Mais ça reste une possibilité, en tous les cas mentionnée dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'épargne réglementée. Et donc là, vous rajoutez 107 milliards qui pourraient se réaffecter, ça fait beaucoup. Ouais, très bien. On passe au sujet des retraites. Oui. La question est centrale en ce moment, autant dans la rue que au niveau des communicants. Tout le monde tente d'affecter ces PER aux épargnants. Vous, comment vous constatez, qu'est-ce que vous constatez sur le marché? Comment les Français préparent leur retraite aujourd'hui? Alors historiquement, on va dire, avant l'arrivée du PER, les Français préparaient leur retraite d'abord avec de l'immobilier, qui est bien entendu l'actif le plus détenu dans la population et qui reste probablement, même avec le PER, l'actif préféré des ménages pour préparer leur retraite. Ensuite, avant, c'était surtout l'assurance vie qui était utilisée, tout simplement parce que c'était considéré comme une sorte de proxy à l'absence de véritables fonds de pension attractifs dans notre pays. Notre sentiment, c'est que le PER change la donne avec la loi Pacte et toutes les mesures qui ont sans doute été commentées sur ce plateau plusieurs fois par d'autres intervenants, mais la plus intéressante, c'est les mesures de déblocage anticipés qui ont été multipliés par rapport aux anciens produits existants, la sortie en capital au terme du produit. On a des ménages qui sont toujours aussi intéressés par la liquidité, donc la possibilité de sortir en capital. Et puis l'avantage fiscal à l'entrée. On a des épargnants français qui historiquement sont très sensibles à ça. Alors après va se poser la question de est-ce qu'on va réussir à toucher toute la population? Bien évidemment non, puisque ces avantages fiscaux sont réservés aux gens qui payent l'impôt sur le revenu et que le choix n'a pas été fait en France de donner un crédit d'impôt aux ménages non imposables, comme par exemple dans des pays comme l'Allemagne. Mais malgré tout, on a là un potentiel de développement très important, surtout qu'avec la réforme des retraites, bien évidemment, la prise de conscience par nos concitoyens de la problématique retraite s'en trouve exacerbée. Vous pensez qu'il va y avoir un réel impact? On pense que ça va rester sur une dynamique très forte, qu'on n'est pas sur une dynamique... Alors il faut faire attention à l'effet petit perp qu'on avait connu il y a quelques années, mais ce qu'on voit là, c'est qu'il continue à y avoir des flux qui rentrent même dans les contrats ouverts il y a un an. Donc on n'a pas cet effet juste d'ouverture du produit et puis après, les gens n'arrêtent pas de verser. Donc, le soufflet n'est pas retombé pour vous? On ne pense pas. Et puis il y a quand même un effet d'offre extrêmement puissant aussi. On est quand même sur des marchés de l'épargne qui sont dirigés par des effets d'offre. On l'a bien vu d'ailleurs avec les difficultés de collecte des fonds euros pendant longtemps. C'est pas tant que les épargnants ne voulaient pas verser dessus, au contraire, c'est qu'on mettait des barrières à ces versements. Et là, l'effet d'offre sur l'épargne retraite est extrêmement puissant. Je vois qu'une chose qui pourrait faire retomber le soufflet, en réalité, c'est une crise boursière majeure.
Voilà. C'est pas que je la prévois, je dis juste que je sais que mes épargnants, que j'étudie depuis bientôt 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, sont extrêmement procycliques et que par conséquent, en cas de crise boursière majeure, on pourrait avoir un petit coup d'arrêt à ces flux vers le PER. Je pense qu'il y aurait la place pour un produit à capital garanti à échéance dans l'épargne retraite, vu qu'on a des passifs très très longs. Et puis je note que les autorités font très attention aux frais, qui bien entendu sont un vecteur de performance important à long terme, d'après toutes les études menées par Cantalis, Morningstar, etc. On voit bien que les frais sont un facteur extrêmement discriminant, avec une volonté de généraliser aussi les ETF, donc plutôt pour le bienfait des épargnants, et au final pour le bienfait de notre économie, puisque c'est quand même une des principales raisons pour lesquelles les ménages détenaient peu d'actions en France, c'était la faiblesse de l'industrie des fonds de pension. Il y a quand même un changement entre les générations, vous ne pensez pas? Est-ce que l'épargnant de 50-60 ans aujourd'hui avait les mêmes comportements que les épargnants de 20-30 ans Alors je dirais que c'est plus l'offre qui a changé, qui pousse vraiment à les orienter vers les UC. Ouais. Je ne pense pas que la culture financière des épargnants est fondamentalement changé. On voit bien que les jeunes s'intéressent un peu plus aux actions dans les enquêtes AMF, mais c'est plus pour y faire du trading que de l'investissement à long terme, quoi. On n'a pas... Non, ce qui change, c'est probablement les canaux de distribution. Ça paraît assez clair que les jeunes sont plus digitalisés, ont plus recours à des outils de ce type-là pour souscrire par rapport aux générations qui les ont précédés. Mais dans l'affectation de leur épargne, avec la création du PER, ça viendra, mais pour l'instant, ça reste sur les masses. De toute façon, le gros de l'épargne, c'est les personnes âgées. C'est eux qui ont le capital. C'est eux qui ont le patrimoine. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cyril Besson. Je vous en prie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée.